Et après, là où on est peut-être moins en lien direct, c'est la décoration. Sur l'objet peut-être plus pur, là, c'est plus une curiosité personnelle, voilà, qui a commencé en faisant les puces de Saint-Ouen. Et j'aime beaucoup, tu vois, le design des années 70 et tout ça, quoi. Avant que l'épisode ne commence, je voulais te parler de notre partenaire du jour. Si t'es architecte d'intérieur, tu le sais aussi bien que moi. Lors du suivi de chantier, chaque détail compte, chaque minute est précieuse. Gérer un chantier, c'est aussi jongler avec 1000 détails, suivre les avancées, coordonner les équipes, communiquer avec précision. Toujours quand j'échange avec des architectes d'intérieur, et sincèrement pour le vivre moi-même en formation, on peut vite se laisser submerger quand on n'est pas outillé et perdre un temps vraiment précieux. C'est vraiment l'un des aspects les plus difficiles de ce métier. C'est la raison pour laquelle je te parle d'ArchiReport aujourd'hui. Cette application va vraiment te faire gagner du temps en simplifiant tout ton suivi de chantier. Prendre des notes, des photos, sur ta tablette, ton smartphone. Gérer des rapports automatisés et des plannings pour suivre l'avancée de ton chantier. C'est ce qu'elle propose. Et encore tellement d'autres fonctionnalités qui vont vraiment changer ta manière de travailler et surtout te faire gagner un temps précieux. Car on le sait, en archi d'intérieur ou en décoration d'intérieur, le temps, c'est vraiment de l'argent. Pour toi, aujourd'hui, en tant qu'auditeur de Secret d'Archi, ArchiReport t'offre 30 jours d'essai gratuits et 15% de réduction sur ton premier abonnement annuel avec le code Secret d'Archi. Tu verras, je te mets tout en description sous la vidéo. Pour en savoir plus et rejoindre les nombreux architectes d'intérieur et décorateurs d'intérieur qui ont déjà rejoint l'application, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et maintenant, je te laisse apprécier ce nouvel épisode. Écoute, en tout cas, Aurélien, vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec plaisir sur mon podcast Secret d'Archi. Donc, il a un nom, parce qu'à l'époque, je crois quand on en avait parlé, j'avais pas trouvé de nom encore. Mais ça y est, il a un nom. Donc, bienvenue, je suis très contente de te recevoir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous parler de ton parcours Ouais, donc je suis Aurélien Duny, j'ai une agence qui porte mon nom. Je suis diplômé en 2010 de l'école de Paris-La Villette, donc école d'architecture. J'avais fait une partie de ma licence à l'école de Saint-Étienne. Suite à ça, j'ai travaillé dans diverses agences, plutôt sur des projets, des gros projets d'architecture, des centres de formation, des choses comme ça. Et j'ai monté donc mon agence en 2015. Et depuis, je travaille principalement avec des particuliers, beaucoup sur des rénovations d'appartements, un peu de toute taille, de maisons. Voilà. En gros, voilà. Et du coup, ta formation initiale, c'est l'architecture. Oui, tout à fait. Donc, on est plus sur vraiment le bâtiment, gros œuvre. Pourquoi tu as dirigé vers l'architecture d'intérieur ? Par la force des choses ou par un intérêt personnel ? Alors, un petit peu par les deux, mais surtout par un intérêt. En fait, le fait d'être architecte, et moi, dans mon parcours professionnel, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai fait aussi du paysage à la sortie de mes études. J'ai fait une petite spécialisation et puis après, je suis allé travailler dans une agence. Donc, j'ai fait du paysage, j'ai fait de la grande échelle à travers mes expériences en agence d'architecture. Et après, ouais, quand j'ai monté mon agence, le marché était plutôt tourné vers les particuliers. Et j'y suis resté sur la partie rénovation et la partie intérieure aussi. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime beaucoup le temps du projet. C'est un temps beaucoup plus court qu'un bâtiment qu'on va construire sur un terrain. Parce que aussi, il y a des usages très spécifiques. Quand on travaille pour un centre de formation, on n'a pas vraiment d'usagers en face de nous. Enfin, c'est des usagers génériques, c'est des futurs étudiants, des choses comme ça. Là, tu vois, par exemple, j'ai une cliente qui est collectionneuse de chaussures. Et ben voilà, donc tu vois, tout de suite, ça dessine une architecture très spécifique. Ah bah ouais, c'est clair. Le dressing, du coup, a une place... Exactement, une place centrale, parce qu'en plus, cette cliente, elle aime... Enfin voilà, elle en est fière de toutes ses chaussures, donc on les montre. C'est un exemple, tu vois, j'ai aussi des gens qui lisent beaucoup, donc forcément, ça dessine aussi des objets singuliers. Voilà, c'est les principales raisons qui me font rester aujourd'hui plutôt dans le domaine de l'intérieur et du particulier. Voilà.
Et t'as pas eu un gap entre... parce que c'est vrai que j'ai un pote qui est architecte et apparemment, quand on est en formation d'architecture, vraiment pure, c'est vrai que l'aspect artistique, vraiment l'aménagement, l'agencement intérieur, etc., ça fait pas trop partie de la formation. Donc, comment t'as travaillé ça? C'est quelque chose que t'avais déjà ou tu l'as travaillé? Alors, je dirais pas que ça n'a pas été présent dans ma formation, Ok. à la fois à Saint-Étienne et à la fois à la Villette. À la Villette, sur le côté artistique, c'est une école qui est très très ouverte sur des pratiques un petit peu connexes, notamment l'art. Je fais beaucoup d'art et de cinéma aussi. Donc, tu vois, j'avais aussi cette approche. Et à travers ces approches, il y avait des questions sur l'intériorité, alors qui n'étaient pas forcément des choses qui étaient proprement appliquées à l'intérieur, mais c'était des réflexions sur l'intérieur. Et à Saint-Étienne, on avait des exercices en première année qui étaient donc sur on va dire des petites maisons individuelles, mais vraiment des petites choses, un atelier d'artiste ou des choses comme ça. Et donc du coup, il y avait effectivement le rapport au paysage, à l'extérieur, à la façade, mais il y avait quand même beaucoup le rapport à l'usage intérieur. Donc non, je dirais pas que ça a été absent de ma formation, au contraire, vraiment dans les premières années à Saint-Étienne, c'était assez présent, même si voilà, on passait d'une échelle à une autre et que les exercices étaient assez différents les uns des autres. Et à la Villette, le côté créatif et artistique était assez présent aussi. Donc voilà, je dirais pas que j'ai été trop éloigné de l'intérieur. Et après, là où on est peut-être moins en lien direct, c'est la décoration. Et ça, après... Et là, après, sur la décoration, sur l'objet peut-être plus pur, là, effectivement, c'est plus une curiosité personnelle. Voilà, qui a commencé en faisant les puces de Saint-Ouen, et puis après, tu vois, qui s'est un peu... j'aime beaucoup, tu vois, le design des années 70 et tout ça, quoi. Tu as travaillé tes goûts ensuite Ouais, tu vois, à partir d'une curiosité un peu primitive, j'ai un peu creusé des pistes, et puis après, voilà, ça a construit un univers, et puis je l'ai développé aussi au fur et à mesure de ma pratique dans les projets. Ouais. De toute façon, en école d'archi, vous travaillez aussi sous forme de concept, non? Oui, bien sûr. De... Ouais, puis on travaille aussi à ce que ça veut dire une chambre, ce que ça veut dire voilà, des fonctions qu'on partage tous, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est un atout aujourd'hui dans ton métier d'architecte d'intérieur d'avoir aussi la casquette d'architecte? Oui, c'est un atout dans le sens où c'est aussi un statut, c'est aussi un titre. Et du coup, quand on est confronté à des problèmes sur des chantiers, qu'on doit rencontrer les syndics de copropriété, qu'on doit rencontrer les mairies, qu'on doit rencontrer voilà, des acteurs un peu institutionnels, peut-être, hein, je dis parce que, mais bon, j'imagine que le titre d'architecte, il est plus facilement reconnu, quoi. Ouais. Ça aide, ça aide parfois, quoi. Ouais, ça aide parfois. Puis comme je te disais tout à l'heure en off, il y a aussi des missions qui sont obligatoirement dépendantes de notre statut, puisque quand on construit des maisons de plus de 150 mètres carrés, forcément, il faut être architecte. Voilà. Ouais, forcément. Et justement, c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles le plus dans ton agence? Alors, je te dis, moi, c'est beaucoup l'intérieur. C'est ce que je préfère faire, mais surtout, ce que je préfère faire, c'est être en contact avec le particulier. Bien que j'aime quand même aussi d'autres choses. Mais avec le particulier, je travaille beaucoup sur des rénovations d'appartements. C'est vraiment ça qui occupe, on va dire, 70% de mon temps. Également des surélévations, des extensions. Pour un particulier aussi, j'ai travaillé à la rénovation d'une très grosse bâtisse de famille qu'il avait. Il souhaitait le transformer plutôt dans des logements qui sont devenus des logements sociaux d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Ouais, en Savoie, ouais. Voilà, donc c'est assez varié, mais quand même le gros de l'activité, c'est des rénovations d'appartements, vraiment de toute taille, ça va du studio à des appartements beaucoup plus importants. Et comment ça se passe quand tu as un projet d'élévation, du coup tu fais que l'élévation ou tu fais aussi l'intérieur Non, on s'occupe, là dans les projets que j'ai eus, on s'occupe forcément de l'intérieur, parce qu'une surélévation modifie complètement les façons de circuler, les espaces. Donc non, on est obligé de s'occuper on repart souvent à zéro, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire ou nous expliquer un projet sur lequel tu as travaillé
les difficultés que tu as pu avoir et comment tu les as gérées. Ouais. Alors, tu m'avais posé un petit peu cette question en amont. Donc, je sais pas si, sur les difficultés, peut-être, je prendrai l'exemple d'un autre projet ou quelque chose un peu plus général, mais il y a un projet que j'ai bien aimé qui s'appelle École militaire. Donc, c'est avec un couple de personnes très très sympas, avec qui on s'est très bien entendu. Et ma méthode de travail, en fait, elle est assez précise dans le sens où, voilà, à travers un certain nombre de rendez-vous, on part de l'échelle donc de l'esquisse. C'est-à-dire qu'au départ, on positionne là où on va manger, là où on va dormir, enfin vraiment les fonctions. Et au fur et à mesure des rendez-vous, on va vraiment dans le détail de ce qu'est un dressing, comment on l'aménage, jusqu'à la poignée de porte, jusqu'à la poignée du dressing. Voilà. Donc c'est une succession de rendez-vous qui petit à petit se concentre par de la plus grande échelle, donc les fonctions jusqu'au détail. Voilà, moi je procède vraiment comme ça. À chaque fois, c'est vraiment un dialogue avec le particulier, avec la personne qui va y vivre. Donc il y a souvent une multitude de choix. Il y a souvent 2-3 options dans les propositions, 2-3 propositions. Et c'est avec lui qu'on choisit ce qu'on va faire. Et voilà, cet appartement, il était assez typique des années 60, c'est-à-dire qu'il était assez profond. Donc le fond de l'appartement est mono-orienté, pardon. Okay. C'est-à-dire que la lumière vient que d'un côté et pourtant on a quand même une profondeur. Du coup, on a travaillé de la façon suivante. On a mis tous les espaces un petit peu techniques qui ont moins besoin de lumière directe, donc à savoir les salles de bain, les dressings et tout ça, plutôt dans le fond, là où il n'y a pas de lumière. Et on a ramené en façade un peu toutes les fonctions de réception et les chambres. Et pour éviter le côté sombre de l'arrière, le projet, toutes les cloisons des chambres ont été tronquées sur le haut pour qu'on y installe en fait un système de claustras qui en fait en cachant la vue laisse passer la lumière. Donc à travers le plafond, on a la lumière en fait qui se diffuse de la façade jusqu'au plus profond, de la lumière naturelle, quoi. Et tu avais une isolation phonique quand même Oui, et en fait il y a une vitre. D'accord, il y a une vitre qui est presque invisible, on la voit pas parce qu'on l'a montée sans cadre, elle est enchâssée dans la cloison. Okay. Donc on la voit pas, mais elle fait office effectivement de barrière acoustique, ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Après, en fonction des besoins et des contraintes de l'appartement, tu t'adaptes, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire aussi. Tout à l'heure, tu parlais de l'intérieur. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup faire, c'est s'attaquer aussi à des façons de vivre qui sont dépassées. Tu vois, on a rénové là récemment un appart des années 30. Et dans les années 30, en fait, tout était morcelé en toutes petites fonctions. Ah oui. Une petite cuisine, une petite salle de bain, une petite toilette, un petit couloir, voilà. Et donc là, c'était plutôt l'idée, c'était plutôt de réenvisager la proportion des pièces dans l'espace. Années 60, là, c'était plutôt, voilà, comme je l'expliquais, un problème d'accès à la lumière. Donc, on trouve des dispositifs pour remédier à ça. Et voilà, enfin, l'haussmannien a d'autres défauts, voilà. Et je trouve ça hyper intéressant de s'attaquer à ces défauts pour en faire des projets. Et comment tu as fait pour celui des années 30 du coup? Parce que tu avais des murs porteurs dans l'eau ou non, c'est que des cloisons internes? Non, il y avait aussi des murs porteurs. Dans celui des années 30, on n'a pas touché à la structure porteuse. On s'est adapté. Il y a un poteau, tu vois, qui a fini par tomber. Il y avait un poteau qui tombait un peu dans l'espace principal, un peu sur le côté. Donc on a joué avec lui pour faire un système de rangement et créer un espace d'entrée, parce que ça donnait aussi sur la porte d'entrée. Non, ouais, comme je te disais, un peu toutes les époques ont leurs défauts ou leurs caractéristiques. On travaille beaucoup l'acoustique aussi quand on arrive dans ces années-là, même années 60, parce qu'il y a toujours un pont acoustique. Donc c'est toujours aussi des problématiques qu'on a. Mais voilà, et moi je trouve que travailler à partir de contraintes, ça fait des projets singuliers. Et moi j'aime beaucoup travailler comme ça, ouais. Ouais, ça te force à être innovant, quoi. Bah voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que la difficulté, je trouve, plus l'immeuble est vieux et plus les murs à l'intérieur, tu peux de moins en moins les toucher, quoi, parce qu'ils finissent par être porteurs ou semi-porteurs. Donc c'est toute la difficulté, ouais, des lieux comme ça.
Ouais. où tu jongles avec l'agencement qui existe déjà, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Tu me demandais tout à l'heure s'il y avait eu des difficultés spéciales sur certains projets. Souvent, les difficultés qu'on rencontre, effectivement, comme tu le dis, c'est un peu celle-ci, c'est-à-dire que voilà, on casse un faux plafond en démarrage de chantier, on se rend compte que voilà, le plancher est pourri. Voilà, ça, c'est les vraies difficultés de la rénovation. Malheureusement, avant de commencer, on peut pas vraiment savoir. Voilà, donc moi, dans ces cas-là, surtout, j'hésite pas à m'entourer. Parce que la structure, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose avec lequel faut pas rigoler. Donc, si nous, on a travaillé, on a développé, tu vois, tout un tas de compétences pour comprendre un peu l'état du bâti et savoir quand intervenir ou pas. Il y a quand même des notes de calcul, tu vois, des sondages qui sont à faire par des ingénieurs. Donc, oui, j'allais dire voilà. que vous faites vous-même ou non, tu passes par un moi, je bureau passe d'études toujours par un ingénieur. Ouais. Je trouve que c'est essentiel qu'il y ait 2 avis, donc le mien plus celui de l'ingénieur quand il y a une difficulté. Ah oui, voilà. tu es quand même en mesure de savoir... En fait, c'est moi qui vais détecter quand il y a un problème. C'est-à-dire, quand quand je soupçonne qu'il y a un problème, j'appelle l'ingénieur. C'est moi qui déclenche l'appel à l'ingénieur, on va dire. Mais ouais. Il faut 2 avis. Moi, je trouve que c'est hyper important. C'est des sujets quand même trop importants pour quand t'es dans un immeuble. traiter à la légère, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, même dans même une maison. Dans une maison, ouais, dans tous les cas, c'est hyper important. Ouais. Et je trouve que c'est le côté rassurant quand même que ça soit des métiers qui soient assez contrôlés. Parce que, j'en parlais avec une autre archi, en fonction des pays, les législations sont complètement différentes. Par exemple, en Belgique, t'as même pas besoin d'avoir une assurance, tu vois, typiquement. Ah bon ? Ouais, ils ont pas besoin d'assurance décennale pour exercer. J'étais vraiment choquée parce que tu te dis, le mec, s'il touche à un mauvais mur, ça peut être catastrophique, quoi. Ouais, c'est dingue, ouais. Et ouais, donc c'est rassurant, je trouve que ça soit quand même des métiers qui nécessitent des assurances basées sur le fait qu'on soit sachant. Oui, complètement, ouais. Je sais qu'en Italie, c'est assez différent. En Italie, en tout cas à Gênes, chaque fois qu'ils cassent un mur porteur dans une copropriété, ils sont obligés de faire une déclaration à la mairie. À l'intérieur de... Ouais. Ah ouais ? Ouais, c'est très différent. Mais comme tu disais, c'est assez différent d'un pays à l'autre. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils sont plus cool, ils laissent faire. Et puis, il y en a d'autres, ils se disent, bon, il y a peut-être eu des dégâts, donc ils serrent un peu la vis. Ouais, et je pense en Italie, c'est aussi le fait que ce soit sismique. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils sont plus... Voilà. Ouais, c'est vrai. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu as un exemple de projet où tu as eu vraiment de grosses difficultés et comment tu les as gérées ? Ouais, alors vraiment de grosses difficultés, non, je touche du bois. On va le travailler. Non, mais par contre, c'est ce que je commençais à dire, c'est que oui, ça nous est arrivé d'ouvrir, de voir que le plancher est pourri. Du coup, c'est des difficultés pour le client parce que forcément, il y a une contrainte de temps. Il faut discuter aussi avec la copropriété. Donc tout de suite, c'est une autre temporalité. Le chantier est à l'arrêt pendant un petit moment. Donc nous, la façon dont on accompagne, c'est qu'on va au plus vite auprès de la copropriété, auprès des artisans. On voit comment on peut solutionner les problèmes au plus vite en accompagnant nos clients comme ça. Après, voilà, quand il y a un problème de structure, il faut prendre le temps de bien le traiter et de partir sur des bases solides, quoi. Ouais. Parce que c'est toi, du coup, qui fais toute la partie administrative, donc... Les DP, s'il faut en faire, c'est toi qui les fais. Tes clients ne Tout le rapport à la mairie, c'est moi. Le rapport c'est moi, c'est nous. Le rapport à EDF, ça peut être laissé aux clients, c'est à voir avec eux, avec les concessionnaires. Voilà. Mais non, globalement, on est en accompagnement sur tous les sujets, même avec les concessionnaires. Mais avec les concessionnaires, c'est juste il faut leur identité. Il n'y a pas de délégation, donc c'est eux de s'en occuper directement, mais on est en conseil. On est en conseil, quoi. Ok. Et vous êtes en lien, du coup, avec les syndics quand ça nécessite, ouais. Donc, en fait, pas tout le temps. Mais quand il y a des demandes, quand il y a un mur porteur, par exemple, oui, on accompagne en faisant soit une lettre, soit, dans certains cas, même on accompagne à l'Assemblée Générale pour faire voter les travaux quand... Ah oui. Ouais, on peut, ouais. Ouais, pour expliquer. Ouais, on peut. On peut. Quand on est dans des copros un petit peu spécifiques, ça aide quand même à montrer un peu le sérieux du suivi qui va être fait, quoi. Ouais.
Ça les rassure, quoi. Ouais, c'est ça. Ils peuvent mettre un nom un visage plutôt sur celui qui va suivre les travaux. Et en moyenne, tes chantiers durent combien de temps à peu près? Alors, c'est hyper variable. Ouais. C'est hyper variable parce que, comme je te disais, on travaille autant sur des studios que sur des appartements de 200 mètres carrés. Donc, c'est forcément pas les mêmes temporalités. Mais voilà, je pense un studio, pour donner un ordre d'idée, nous, on prend 2 mois et demi pour un studio. Et 200 mètres carrés, c'est plutôt 6 mois, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. Après, des fois, on a des contraintes. Enfin, là, ça va mieux, mais il y a quelques années, on avait des contraintes sur certaines fournitures, notamment les fenêtres, où des fois, voilà, on a eu des cas où les fenêtres sont arrivées un petit peu en retard, donc ça a décalé un peu les choses, mais globalement, on tient un peu ces délais-là, quoi. Ouais, ça, c'est hyper frustrant, hein, parce que nous, dans notre maison, on a refait notre porte d'entrée. Et naïvement, on se disait, c'est bon, on choisit le modèle et dans 2 semaines, c'est plié. Ouais. Et non, pas du tout. Le commercial, il nous dit, ah non, il y a 6 mois de délai avant la livraison. Ouais. Donc, t'es là, tu te dis, OK. On a vraiment eu le problème sur les menuiseries, les fenêtres et tout ça. Ça c'est revenu dans l'ordre, mais quand il y a eu des pénuries là, de main-d'œuvre et de fourniture, ça a été compliqué. Ouais, ça a duré 1 an, quoi. Ouais, menuiserie, ça revient un petit peu parce que... Oui, là, moi, j'ai plus de délai problématique sur les fenêtres, les portes, tout ça. Tout rentre à peu près dans l'ordre. Ouais. Puis t'as peut-être déjà des contacts aussi. Oui, c'est ça aussi. On a écrémé ceux qui n'ont pas été sérieux à des moments. Voilà. Ouais. Ça, j'ai une amie, elle a refait son appart et elle galère à trouver un menuisier. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment... Ils sont tous bookés... Pour trouver la main-d'œuvre, c'est compliqué, quoi. Ouais. Après, quand tu as déjà tes contacts, c'est plus facile, quoi. Oui, nous, on essaye de fidéliser, c'est vrai, les entreprises et du coup, d'avoir des contacts un peu privilégiés avec eux. Donc, effectivement, quand il y a des bonnes collaborations, ils se rendent un peu plus disponibles. Ouais. Et pour toi, c'est quoi le plus gros défi? Donc, il y a les surprises de dernière minute, évidemment. On n'est pas Madame Irma, donc tu peux pas savoir ce qui se cache sous un faux plafond ou autre. Mais mis à part ça, c'est quoi pour toi le plus gros défi d'un suivi de chantier? Le plus gros défi pour moi, c'est le dialogue avec l'entreprise et l'entrepreneur, l'artisan. Parce que pendant le chantier, on règle plein de détails. Enfin, c'est aussi un moment où le projet il naît, en fait. Donc, et contrairement à ce qu'on pense, la partie chantier, elle fait vraiment partie du projet, quoi. C'est-à-dire que pendant le chantier, il y a des choses qu'on remet en cause parce qu'on se rend compte qu'il y a une meilleure idée à avoir. Il y a aussi des petits détails, tu vois, de jonction de plaintes ou tu vois qu'on peut voir aussi pendant le chantier. Et ça, c'est important d'avoir un bon dialogue avec l'artisan pour que lui soit dans une souplesse et puis qu'il puisse accéder à nos demandes facilement, et puis aussi que lui comprenne les enjeux du projet. Donc il faut un bon dossier sur lequel se baser pendant les travaux, mais il faut aussi un bon dialogue. Il faut aussi un bon dialogue pour adapter les choses que tu vois en chantier, quoi. Ouais, puis en plus, le suivi de chantier, souvent, t'as les délais, c'est une course contre la montre, donc souvent les personnes sont un peu tendues, quoi. Les clients derrière, ils te mettent la pression parce qu'ils sont pressés d'avoir le projet final. Donc, ouais, bien sûr. C'est pas la partie la plus facile, quoi. Ouais, bien sûr. On est tenu à tenir les délais, quoi. Mais bon, si on n'a pas menti à nos clients, qu'on leur a bien expliqué que pour 200 mètres carrés, c'était bien, 5-6 mois de chantier. On est effectivement dans une sorte de rush, mais on est aussi dans un temps qui nous permet de bien faire les choses, de bien laisser les temps de séchage aux choses qui ont besoin de sécher. Enfin, tu vois, c'est pas le rush. J'aime pas trop cette expression parce que ça peut faire bâcler. Tu vois, il y a quelque chose un peu bâclé. Voilà, donc c'est pour ça qu'un projet, ça a quand même un temps. Il faut quand même un temps. Et tu as eu justement des suivis de chantier où c'était compliqué avec les artisans, et comment tu as géré ça? Oui, ça arrive, c'est ce que je te dis. L'idée, c'est de garder le dialogue. Moi, c'est mon mantra, quoi. C'est vraiment de rester dans le dialogue le plus possible et puis d'aller jusqu'à la fin du chantier parce que les artisans qu'on a choisis sont quand même des pros. Il peut y avoir des problèmes de communication, mais c'est quand même souvent des gens qui bossent bien. Ça m'est arrivé quand même rarement de tomber sur vraiment des malfaçons. Ça m'est arrivé qu'il y ait des oublis, tu vois, mais
Et voilà, et je suis là aussi pour... Enfin, c'est aussi un dialogue, je suis là aussi pour leur dire, attention, là, il manque quelque chose. Mais bon, voilà, globalement, techniquement, maintenant, en tout cas, on est avec des entreprises sérieuses. Oui, tu les connais maintenant. Un petit peu, ouais, ou alors entre confrères aussi, on se recommande pas mal, confrères et consoeurs. Quand même, vous on se recommande aussi nos recommandez, entreprises, ouais. Ok. Quand on est content, ouais. Parce que tu dis on, donc dans l'agence, il y a toi, Ouais. et tu as une équipe, Ouais, j'ai d'autres une archis. équipe. Ouais, d'autres archis. Donc là, en ce moment, il y a 2 personnes. Et voilà. Ok. Elles sont quoi Elles sont architectes archi et archi d'intérieur. D'accord, ok. Et comment ça se passe du coup, tu gères quand même les projets ou non elles ont Bien des sûr, projets, ouais. Non, on est trop petits pour ça. Donc non, on travaille un regard sur tout ce qui est fait dans l'agence. Ouais. Et tu es sur chantier combien de fois Pour ça, un chantier, tu y es toutes les semaines? Ça ouais, dépend. Je passe une fois. Ouais, globalement, c'est 1 fois par semaine. Ça peut être 2 fois par semaine sur certains moments. Et maintenant, avec WhatsApp et tout ça, on fait aussi beaucoup d'appels en live. Mais sur site, ouais, en gros, c'est vraiment 1 fois par semaine, avec ou sans le client. Ça, c'est vraiment au choix du client. Après, il y a quelques rendez-vous que j'impose parce que quand on trace les cloisons au sol ou quand on fait le chemin de l'électricité, enfin voilà, sur quelques sujets comme ça, faut vraiment valider parce que c'est en voyant dans l'espace qu'on voit. Voilà. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses que du coup ta casquette d'architecte t'aide pour la partie suivi de chantier, notamment sur les connaissances techniques? C'est un plus que tu sens quand même? Alors je sais pas parce que j'ai rencontré des archis d'intérieur qui étaient hyper techniques et des architectes qui l'étaient moins. Je pense que ouais, en tant qu'architecte et architecte d'intérieur, je pense il y a des personnalités singulières, des intérêts aussi différents pour les différentes phases du projet. Je sais pas si c'est ça qui aide. Non, je trouve que ce qui aide, c'est plutôt les expériences que tu as eues en agence. Ouais. La façon dont tu t'es formé ou pas à différentes phases de travaux. Voilà, moi, ça fait quand même maintenant 9 ans que j'ai ma boîte. Donc, tu vois, c'est aussi, je me suis aussi formé, moi, T'apprends sur le tas, quoi. sur le tas, ouais, sur les chantiers. Ouais, je pense que c'est plus l'expérience et puis les curiosités qui font aussi un bon maître d'œuvre, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce que durant ta formation, vous aviez des cours vraiment purement techniques, électricité, plomberie, ou non, ils partent du principe que c'est pas à vous de gérer ça? Alors, électricité, plomberie, non. Ouais. Parce que, tu vois, sur les grosses opérations, on a des bureaux d'études quand même. Structure non plus, à part des principes de construction, mais pas de calcul. Ok, vous savez pas? Non, c'est pas faire de calcul en tant qu'architecte, ouais. Ok. Par contre, oui, aussi, sur la structure, voilà, on a des cours, des cours de base sur la résistance des matériaux, un petit peu aussi. À la Villette, on avait des cours aussi sur l'acoustique et l'hygrométrie. Assez marrant. L'hygrométrie, c'est quoi? Tu sais, l'humidité, la formation de l'humidité dans l'air, les points de rosée, tout ça. C'est assez Et ça t'a servi? complet. En fait, ça sert surtout après à appréhender des problèmes. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, aujourd'hui, des grands enjeux, c'est l'isolation. Et l'isolation, elle a toute cette complexité qui est le point de rosée, les moisissures, la condensation, enfin voilà, tout ça. Donc ça aide à comprendre un peu mieux comment se forment ces phénomènes et du coup à mieux prescrire ce qu'il faut sur les opérations, quoi. Ouais, c'est clair. Par exemple, c'est un exemple. Ok. Ouais, puis pour le coup, si tu travailles sur de vieux immeubles, l'isolation... Ouais, c'est un des grands enjeux à Paris, notamment, parce qu'en plus, on ne peut pas isoler par l'extérieur tu vois, du patrimoine un peu exceptionnel. Donc, ouais. Et tu as des projets où tu as dû isoler l'intérieur, justement Oui, la plupart, en fait, aujourd'hui, on isole. Ouais, je t'en parlais un petit peu avant, là, mais on commençait un petit studio dans le quartier du Jardin du Luxembourg. Et voilà, l'appartement, maintenant, il est classé G parce qu'il n'est pas isolé du tout. Donc, on est obligé de faire toute une campagne d'isolation. Voilà, c'est quasiment automatique maintenant. Et tu sens que tes clients, ils sont... de toute façon, après, c'est la loi. Mais c'est vrai que les enjeux d'isolation, c'est les plus difficiles à faire passer parce que c'est des trucs qui coûtent
assez cher, mais que tu vois pas. Et du coup, les clients, ça les frustre. Ouais, alors il y a une information. Enfin, voilà, les gens sont un peu au courant quand même maintenant, donc c'est pas une surprise quand ils achètent. Après, oui, c'est sûr que. C'est sûr que c'est des mètres carrés de perdus et on connaît le prix du mètre carré à Paris, donc c'est sûr que c'est un peu frustrant dans ce sens-là. Après, voilà, il y a pas. C'est le jeu, t'as pas le choix. C'est l'époque aussi qui nous oblige à faire ça. Et c'est toi, du coup, qui fais toute l'étude autour de l'isolation et qui propose ensuite les solutions, ou tu passes par un bureau d'études thermiques Non, souvent, il n'y a pas de bureau d'études thermiques sur les appartements, en tout cas. Sur les plus gros projets, là, j'ai un loft. Là, c'est plus grand parce qu'il y a des verrières en toiture. Enfin, voilà, c'est un autre volume, une autre circulation de l'air. Donc là, on a fait venir un bureau d'études thermiques. Mais non, sur les appartements, il n'y a pas besoin. On a des coefficients en fait, à respecter qui donnent, selon les types de produits, des épaisseurs différentes. Donc non, là-dessus, moi, je peux accompagner les clients sans bureau d'études. Il n'y a pas de problème. Et souvent, c'est... vu qu'on est sur l'isolation, ça me parle parce que ça devient très technique. J'ai un projet à rendre et je sais que l'isolation, franchement, c'est pas la partie la plus sexy, quoi, où je dois isoler un appart de 70 mètres carrés, enfin bon, bref. Et du coup, c'est quoi les meilleures solutions? Enfin, en tout cas, toi, dans tes projets, souvent, tu préconises quoi? Alors, c'est assez compliqué, c'est des équilibres à trouver. Nous, on essaie quand même d'aller vers des matériaux plus biosourcés, moins... impactant au niveau environnemental, au niveau environnemental. Voilà, on essaye ça. Après, malheureusement, les performances de la plupart des matériaux biosourcés sont moins importantes. Donc, si on veut être dans les critères qui font gagner des lettres, souvent, on est obligé de mettre des isolations très importantes. Donc, selon les cas de figure, des fois, on ne peut pas, quoi. Ouais. On ne peut pas se permettre toujours de perdre 15 cm. Voilà. Ça commence à faire dans une petite surface. Voilà, donc ça dépend aussi du volume disponible, ça dépend... là, j'ai un projet dans le 9e arrondissement, classé G aussi, sous toiture en zinc. Et là, tu vois, la problématique, c'est plus qu'on a eu peur d'avoir... on a plus eu peur du chaud que du froid. C'est ce que j'allais dire, ça doit taper l'été. Et voilà, et donc du coup, là, la problématique s'est inversée. Donc là, pour le coup, la laine de bois, par exemple, ce matériau biosourcé, il est vachement efficace contre le chaud. Donc, et pour autant, les matériaux plus fins, eux, le sont beaucoup, beaucoup moins. Donc là, par contre, on est allé sur du biosourcé, les yeux fermés, quoi. Également sur la façade sud qui était associée. Donc pour gérer le chaud, en tout cas, il y a des solutions biosourcées qui marchent très, très bien, quoi. Et ça, tu les as apprises sur le tas ou tu les as apprises dans ta formation? Non, pas dans ma formation, parce que c'était en 2010 et honnêtement, ça a changé. Donc la réglementation a beaucoup changé. On avait des sensibilisations, mais qui étaient assez light sur l'écologie. C'est vrai qu'il faut être honnête, le domaine de la construction est vachement en retard sur les questions d'environnement et de réchauffement climatique, quoi. Donc là, on est dans le cœur du sujet depuis 5-10 ans. Mais il y a 15 ans, c'était moins le cas, ouais. Donc du coup, tu as appris sur le tas avec des professionnels ou même toi, par ta curiosité? Complètement, des formations aussi. En tant qu'architecte, je ne sais pas pour les architectes d'intérieur, mais on a des formations obligatoires. Donc, au choix, tu choisis un peu. Et moi, vu que c'était des problématiques très récurrentes, je me suis formé là-dessus. Ok. Et sur tes chantiers, tu as eu beaucoup de gros imprévus? Si oui, lesquels? Alors, les imprévus, c'est ce que je te disais. Non, c'est souvent ça a été quelquefois la structure, quoi. C'est-à-dire qu'on dépose un faux plafond et vraiment, on voit une poutre pourrie, quoi. Là, dans le 9e, sur le même appartement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des malfaçons dans les travaux qui avaient été réalisés par l'ancien propriétaire. Et donc, en fait, l'ancien électricien avait sectionné carrément des poutres sur la moitié de leur section pour faire passer ses réseaux, quoi. Ah ouais, puis ça, on nous apprend bien que c'est miette aujourd'hui. Tu fais pas ça, quoi. Flippant. Okay. Mais ça tient, hein. Après, c'est là où on se rend compte qu'en fait, ça tient quand même. Mais ça tenait en tout cas depuis 20 ou 30 ans. Ouais, parce que vous avez fait quoi? Vous avez renforcé, du coup? Du coup, on a renforcé, on a repris toute la poutre. Bien sûr. On l'a reprise, on l'a reconstituée finalement. Okay. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont inconscients. Et des fois, toi, t'achètes le bien et tu te dis, mais
Qu'est-ce qui est qu'ils passé ont avant. fait? Ouais, c'est ça. Qui est passé avant, ouais. Le charlatan, quoi, tu t'es dit. Ah oui, ok. Ok. Et si jamais tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui est soit déjà dans le métier ou qui s'intéresse, ce serait quoi? Pour vraiment être un bon archi d'intérieur ou au moins se caper pour quoi? Ouais. Ouais, je dirais la curiosité. Vraiment la curiosité de s'intéresser à ce qui se fait, aller voir des expos et tout ça. Pour la créativité, c'est hyper important. Pour la partie chantier, la curiosité, c'est s'intéresser aussi à la façon dont les choses sont fabriquées pour mieux les comprendre et puis après pouvoir dialoguer plus facilement avec les artisans. Des fois, on prend pas le temps de le faire et franchement, c'est toujours hyper dommage. Ouais. Voilà, se former. Et puis aussi rester en contact avec ses confrères et ses consoeurs, discuter, échanger sur le métier, parce que c'est un métier qui est hyper intéressant, puisqu'il est hyper 360. On fait le matin de la conception, l'après-midi on est sur des chantiers, le soir on fait de la comptabilité. Très sexy. Non, mais c'est non, mais t'as pas le choix. Ouais. C'est clair. Et ça. voilà, c'est vraiment un métier où on touche à plein de choses. Donc, il faut être curieux, quoi. Je dirais ça. Ouais, c'est vrai que c'est un retour qui vient souvent, le fait d'être en contact avec ses confrères ou ses consoeurs, parce que le risque de ce métier, surtout si tu as ton agence et que tu es seul, c'est d'être tout seul dans ton coin avec tes clients, devant ton écran ou sur tes chantiers, mais de pas trop te renseigner, alors que tu apprends énormément des autres, ne serait-ce que dans le partage d'expérience. Ah ouais, complètement. Il y en a un, ça se trouve, il a vécu 6 mois avant ce que toi, tu es en train de vivre actuellement. Et tu peux aller tellement plus vite. Bah oui, complètement. Complètement. Il y a des situations stressantes aussi en chantier, justement, quand tu fais une découverte de quelque chose que tu comprends pas. Donc voilà, je reviens toujours sur cette fameuse poutre, mais voilà, la première fois que ça t'arrive, c'est hyper flippant. Alors que quand tu discutes avec des confrères qui ont un peu plus d'expérience, bah, en fait, simplement, il y a une méthode derrière. C'est-à-dire que voilà, tu constates qu'il y a quelque chose qui te semble anormal. À partir de ce moment-là, tu déclenches voilà, la venue d'un ingénieur et puis voilà, enfin, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, oui, parce que du coup, j'allais te demander pour la poutre, c'est toi qui as constaté ça, ou alors c'est ton électricien qui t'a alerté, ou non, l'électricien il continuait son truc sans s'en rendre compte? Ça dépend des fois, honnêtement, ça dépend des fois. Souvent, c'est vrai que c'est l'entreprise qui alerte en disant là, je pense qu'il y a un problème, donc on regarde à deux. Ou alors, non, c'est arrivé que des fois, ils ne le voient pas, parce que des fois, c'est les équipes. Sur un chantier, il y a le chef de chantier qui, lui, est formé à tous les corps de métier, et puis après, des fois, ses collaborateurs sont un peu plus exécutants, donc ils sont moins attentifs. Ça dépend, ça dépend. Mais souvent, même sans beaucoup d'expérience, tu te rends compte qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Parce que du coup, là, ce qui s'est passé, donc tu as identifié le problème et tu as contacté l'ingénieur en question. Ouais, voilà, pour qu'il fasse des recommandations de reprise. Puis après, c'est passé à la copropriété. Et puis après, ils ont voté la reprise de la poutre, parce que le plancher appartient à la copropriété, donc c'est ça qui est rassurant aussi. Sur ce coup-là, le client, la façon dont il a été impacté, c'est que le chantier s'est arrêté 1 mois et demi, et que pendant ce mois et demi, bah, lui, s'il a un emprunt en cours ou un double loyer, bah, voilà, il continue à payer ça, mais par contre, le reste est quand même porté par la copropriété. D'accord. Et tes confrères et tes consoeurs, comment tu les rencontres? Tu participes à des événements ou non? C'est le fait que ça soit quand même c'est un grand milieu et à la fois petit, parce que tout le monde se connaît quand même plus ou moins, au moins de nom. Ouais. Donc, comment tu les rencontres? Vous avez eu des projets communs ou non? Tu les as rencontrés lors d'événements? Non, ouais, c'est plutôt lors d'événements, des anciens camarades de classe. Ok, oui. Et puis aussi, moi, j'ai toujours travaillé dans des bureaux partagés avec d'autres architectes. Ah oui. Donc on est en collectif. Même si j'ai changé plusieurs fois de lieu, à chaque fois c'est avec des architectes. Ok. Et pour un prochain épisode, est-ce que tu as une idée d'un archi, d'un designer, artisan, vraiment J'ai pas réfléchi à ça. Ah. Moi, j'adore le travail de Bernard Dubois. Je regarde beaucoup ce qu'il fait. D'accord, je connais pas.
Bah écoute, je vais aller regarder. Ouais. C'est un architecte? Je crois qu'il a la forme. Alors, je sais plus. Je crois qu'il a la formation d'architecte et il exerce pas mal en France, mais je crois qu'il est d'origine belge. D'accord, ok. Mm. Bah écoute, si je peux l'inviter, ça serait chouette. Bah, merci beaucoup en tout cas, Aurélien. Ben, merci à toi de ton invitation. Avec plaisir. Si jamais on veut te retrouver, comment ça se passe, ton site, ton Insta? Ouais, bah, sur Insta, Duni-architecture. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi De toute simple que façon, sous la vidéo, je taguerai, donc tu seras identifié. Ok, avec plaisir. On pourra te retrouver. Bah, merci encore. Merci à toi. Et puis bah, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.